Bonjour à tous. 14 heures. 14 heures, c'est l'heure de votre, nous l'espérons, émission favorite, qui aujourd'hui va traiter de la chaîne d'assemblage de code dans un contexte où l'on va utiliser du conteneur, dans un contexte où l'on va utiliser du Rancher notamment, mais aussi des outils fort sympathiques avec qui nous aimons collaborer, que nous pouvons utiliser quotidiennement, qui sera une plateforme GitLab. Je m'appelle Julien Niedergang, je suis pour l'instant à l'accueil de cette petite manifestation qui devrait être pas très longue, ne vous inquiétez pas, mettez-vous bien dans votre fauteuil, mode digestion, j'espère que l'appétit a été bon. On va, alors, comme d'habitude, je sais que je vous le fais à chaque coup, hein, pour les habitués, je vous le fais à chaque coup, voilà, je viens de causer, il y a 4 participants qui viennent de se connecter, on a par nos interfaces virtuelles, on a même par nos interfaces virtuelles le droit à avoir 5 minutes de retard. C'est un droit. Peut-être français, voilà, j'en viens de gagner 2, donc ça vaut le coup. Donc je vous propose qu'on y aille tranquillement. Je vous fais quand même une petite introduction par rapport à l'interface. Ce qui nous semble le plus intéressant, c'est que vous trouviez la section questions et réponses. La section questions et réponses dans laquelle vous allez pouvoir interagir avec nous. D'ailleurs, vous savez, c'est une petite tradition qu'on aime bien faire, et ça vous donne en plus une capacité de vous sentir des plus actifs et dynamiques. N'hésitez pas, si vous trouvez cette section, à nous passer un petit bonjour dans le chat, comme ça on voit que ça marche bien, que vous êtes en place, alerte, frais et disposé. Je vois qu'il y en a, merci Olivier, je vois que tu es bien calé, j'adore ce que vous faites. On espère que la session d'aujourd'hui, c'est la toute première session, rien que pour vous. Vous êtes nos, entre guillemets, bêta-testeurs, parce que vous savez, nous, les ingénieurs à l'avant-vente pour la France, on a la chance d'avoir une équipe des plus créatives. Je pense assez engagé et doué dans ce qu'on essaye de faire. Vous nous direz si c'était doué ou pas. J'aime pas le survendre. Aujourd'hui, on espère vous avoir concocté une session des plus sympathiques. Salut Pascal. Oui, attention, allez pas vous fouler la cheville sur une mauvaise digestion, là, ce serait moche. Donc, tout ça, vous le savez, ça fait que je cause salement beaucoup, parce que ça fait venir du monde. Alors, dans mes tableaux, on en est où? Est-ce qu'on est... on est pas mal. On commence à être pas mal. Je pense qu'on va pouvoir se lancer à 5. Il n'est pas peu de le dire. Donc, je vois que vous avez trouvé le chat. Merci pour vos bonjours et vos encouragements. Vous êtes vraiment cool, c'est sympa. On va se donner le mieux possible. Je vous ai promis une session qui serait pas très longue. On a évidemment le but de ne pas vous prendre de la bande passante outre mesure, donc essayer aussi de trouver une forme d'efficacité là-dedans. On a un sujet qui est pimenté aujourd'hui, qui est vraiment cool. On va se le dire tout de suite, c'est une architecture qui est extrêmement demandée par pour ainsi dire, tous les clients chez qui on va faire du conteneur. Parce que vous savez, on ne fait pas que du conteneur. Des fois, on parle juste OS, on parle juste performance, HPC, on fait un coup de retail, etc. Le edge computing, j'en passe. Pour le edge computing, en l'occurrence, cette plateforme, elle est très, très demandée. Pour tout ce qui tourne autour des conteneurs et des développements, on nous la demande beaucoup. Après, on a des discussions autour du pass, est-ce qu'on veut quelque chose de tout embarqué ou pas. Bref, ça fait couler de l'encre, et c'est cool. Ça nous fait pas mal discuter et échanger avec vous. Donc, notre objectif, c'était de vous donner clé en main un exemple que nous utilisons pour nos tests et autres mises à l'épreuve de technologie. GitLab pouvait, par exemple, en faire partie. Je vais être accompagné des non moins excellents et irremplaçables
Brice Descani et Benoît Loriot. Brice, Benoît, je pense que c'est le moment. Si vous voulez refaire un petit tour, vous représenter, je pense que ça vaut toujours le coup. On doit avoir des nouveaux dans l'audience. Bah, avec plaisir. Brice Descani, moi je suis ingénieur chez SUSE Rancher depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Euh, Tout simplement, vous verrez sur la partie droite de votre écran nos petites photos, des liens vers des réseaux sociaux. Comme le disait Julien, n'hésitez pas à mettre dans la partie vos questions, les questions, parce que comme ça, pendant que la présentation est en cours, on y répond. On prendra un peu de temps aussi à la fin pour reprendre celles qui ont été souvent posées, histoire d'être sûr que tout le monde a la réponse. Et puis si, par malheur, il y a une question qui vous revient au bout de 7 heures, après 1 heure, de façon asynchrone, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn ou votre réseau préféré pour poser vos questions. Parfait, j'enchaîne, Benoît Loriot. Comme mes deux très chers collègues ici présents, on est tous voilà, avant-vente chez Suze et donc on va faire cette session à 3 aujourd'hui. Moi, je vous ferai une petite démo à la fin de tout ce dont on a parlé, en espérant qu'on ne soit pas victime de l'effet démo, bien sûr. Mais on y croit. Voilà. Benoît, l'effet démo, on ne sait plus. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Hop, mode optimiste engagé. Je vous propose qu'on commence. Merci à tous vraiment de pouvoir vous connecter. Je vais aller vite à l'essentiel, mais je vous dis encore merci parce que grâce à vous, on a des taux de participation entre inscrits et efficacement connectés. Bon, alors, je suis pas en train de regarder si vous n'êtes pas en train de manger les pop-corn, etc., et de regarder par la fenêtre. Mais merci, pour nous, c'est important. Ce sont des indicateurs qui nous donnent encore plus envie de vous créer du contenu comme celui-là. C'est parti. Alors, l'usine logicielle, Code Factory. Pourquoi est-ce qu'on appelait ça Code Factory et pas l'usine logicielle? Je ne sais pas. Note pour plus tard. Alors, à l'agenda, vous noterez nos efforts de présentation, de forme, etc. Je peux vous dire que la vache, bon, c'est Benoît qui a gagné, la vache qui présente au tableau, il fallait s'accrocher pour l'avoir. Aujourd'hui, simple, efficace. On se refait un petit tour, SUSE, Rancher, on voit ce qu'il y a dans le lot, promis, rapide. On va parler de l'intégration continue. Pour parler de l'intégration continue, on a 2 axes. On a l'axe théorique. On va essayer de définir un petit peu ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a besoin de faire pour améliorer toujours notre productivité, notre efficacité et finalement notre paix de la conscience. Et évidemment, ensuite, on va aller mettre les mains sur notre plateforme de démo. On va aller un petit peu jouer avec. Donc, ce qui va se passer, c'est que bon, sur la partie présentation, tout va bien, ça va vite se passer, un petit slide et on passe à autre chose. Sur la partie intégration continue, on va définir, on va essayer de théoriser, on va essayer de remettre la balle au centre. Sur la partie démo, 2 axes aussi. Sur la partie démo, vous aurez un axe où on va, pour vous transmettre le plus possible et vous donner évidemment envie de reproduire ça chez vous, modulo vos spécificités, on va d'abord vous fournir tout un set de slides qu'on va vous commenter avant de passer à la démo. Mais le set de slides que vous verrez sera juste le noir sur blanc que vous pourrez obtenir post-webinaire pour pouvoir le consulter, pour pouvoir essayer de le reproduire. Vous allez voir, on a tenté d'aller dans un niveau de détail certain. Voilà pour le plan. Je me dois de vous rappeler que demain, nous avons un café croissant Harvester. On remet le couvert sur Harvester. Très beau succès la dernière fois. Bon, allez, quelques petits ratés de ma part, mais c'est en marchant que l'on apprend à courir, peut-être, un truc comme ça. On va dire que je marchais la dernière fois. Donc, on va renforcer notre jeu, surtout par rapport aux déclarations globales de marché, etc. J'ai mes petits regrets des fois, on fait des bêtises, je préfère vous le dire. Tout n'était pas parfaitement juste, on essaye d'être parfaitement juste et le plus pragmatique possible. Donc c'est rapide, demain on se refait un tour d'Harvester. Pour le 18 mars, vous avez le rodéo numéro 7, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Allez-y, à fond. On essaie vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qui nous suivent le plus, on essaie vraiment de vous réduire les délais entre 2 rodéos, parce que ça marche tellement bien, ça permet tellement d'accélérer le fait que l'on est capable de juger à la suite d'un rodéo est-ce que Rancher ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, que je pense que tout le monde y trouve son compte.
Enfin, on remet le paquet sur l'affaire CentOS. On vous l'avait joué qu'une seule fois, celle-là. On a une solution d'une élégance qui, je pense, est très poussée, qui mérite votre intérêt. Si vous avez du CentOS et que on a vu le 8 là, ça y est, c'est jeté par la fenêtre. Maintenant, quid du 7 pour 2024? Comment est-ce qu'on peut sortir tout ça? On a une solution qui est hyper élégante. Pourquoi ne pas vous la partager? Mercredi 23 mars. N'hésitez pas. Si vous avez des questions au préalable, vous n'hésitez pas non plus. On est là pour ça. C'est parti. C'est parti sur donc le portfolio Suze. Alors, on y va classique, je vous le fais rapide. Donc, quel que soit l'endroit où vos services seront exploités, Suze, nous cherchons à vous fournir des solutions qui soient les plus adaptables possibles. C'est vraiment dans notre ADN. Qui soient les plus hybrides et évidemment les moins contraignantes possibles pour vos projets. Notre cœur de métier historique se situe dans la création d'un système d'exploitation. C'est la distribution SUSE Linux Enterprise. Donc cette distribution permet, à partir donc d'une base commune et donc modulaire, de répondre à de très nombreux cas d'utilisation. On va être capable de couvrir grosso modo du serveur de production au périphérique Edge, mais vous savez pas le NIR, hein, le Far Edge. Donc vraiment pensez Raspberry, etc. On se doit d'avoir une distribution qui soit la plus légère possible, tout en ayant ces qualités de robustesse, flexibilité, la fameuse adaptabilité. Et le tout, c'est que tout ça, c'est un code commun. Ça, je pense que c'est le premier point qui est toujours intéressant à avoir en tête. Donc voilà pour la partie OS. Évidemment, on a un système de gestion SUSE Manager. Quel succès ce SUSE Manager? Je vous invite à vous y intéresser. On vous fera peut-être une petite session SUSE Manager. Note pour plus tard. Alors, on remonte. Donc pour orchestrer les conteneurs, on a la technologie Kubernetes qui a été sélectionnée. Je vous le donne en mille. Rancher, c'est son cœur. Rancher donc permet la gestion centralisée de multiples clusters Kubernetes, où qu'ils soient déployés d'ailleurs, et via une interface graphique, voire des API. Attention, on vous met en avant l'interface graphique, certes, mais il y a toujours la possibilité de piloter la tour de contrôle Rancher, qui va elle-même piloter et contrôler vos clusters Kubernetes sous-jacents. Alors, là-dedans, ça vaut le coup de regarder un petit peu, c'est plus le thème de ce jour. On a RKE, Rancher Kubernetes Engine, c'est le moteur standard Kubernetes à destination, grosso modo, du data center et du cloud. K3S, elle, c'est la distribution Kubernetes qui est allégée, qui justement est là pour remplir les missions de type Edge, qui ont des ressources fort limitées. On a ensuite l'offre Longhorn, stockage distribué pensé pour les environnements Kubernetes. À la base, Longhorn, c'était vraiment voulu pour que les développeurs soient capables d'obtenir en un claquement de doigts du stockage persistant et avant tout hyper fiable. On a Harvester. On en a parlé la dernière fois, on en reparle demain, on va en reparler encore parce qu'il y a quelque chose à faire avec Harvester sur ce marché. C'est évident, voilà. Je vais pas le décrire comme le Messie arrivé, mais ça pourrait être vu sous certains angles un petit peu comme ça. Donc c'est notre nouvelle offre hyper convergée, open source, qui permet de produire de la machine virtuelle avec des conditions propres aux environnements de production. Enfin, et non des moindres, et ça va arriver, là on va venir vous en parler un petit peu plus, on a NeuVector, c'est une solution qui permet d'analyser et de remédier aux failles de sécurité détectées sur les conteneurs. C'est donc une solution de sécurité qui était sur son marché concurrente avec Aquasec, qui doit être le leader, si je ne dis trop de bêtises. Donc il y avait du beau niveau, et la beauté de la chose, c'est que SUSE a racheté NeuVector, certes, mais on l'a open sourcé. Donc là, ça y est, vous avez les guides, etc. Vous pouvez avoir du NeuVector en mode open source. Donc, je suis ravi de pouvoir vous dire ça, mais ce qu'on dit, on le fait. Des fois, ça joue des tours, mais ce qu'on dit, on le fait, pourvu que ça dure. C'est parti pour l'intégration continue. Alors, l'intégration continue, encore une fois, un effort colossal de présentation des slides de transition. J'espère que vous apprécierez cette mignonne petite vachette toute douce qui lit un bouquin sur la finance. Alors, on va définir un petit peu notre histoire d'intégration continue. Quoi de mieux qu'un exemple?
Alors, pour cet exemple, nous prenons un charmant développeur qui est en train de rédiger du code pour une application. Du code pour une application, ça y est, nous avons du code. Donc à cet instant, ce développeur n'est pas en mesure d'évaluer l'impact de ces modifications sur la globalité de l'application qu'il est en train de traiter. Et ben pour améliorer la qualité, mais aussi la productivité de sa créativité, de sa production de code, bah, il serait nécessaire de pouvoir tester chaque modification du code au fur et à mesure. Et bien c'est exactement là où l'intégration continue agit. Dès qu'une modification est détectée par le système, alors on va voir un peu comment est-ce qu'on met en place ce système, bah, le code est compilé, recompilé et mis en œuvre afin de vérifier son intégrité et pour qu'il puisse être testé, évalué. L'évaluation donc prend lieu et donc le développement devient beaucoup plus fluide et fiable. Regardez ce développeur comme il est heureux. Suite à son grand questionnement, remise en question, hein. Il a failli tout plaquer pour aller faire des légumes là, mais non, il n'était pas en mode aléatoire, bien que ce soit complexe. Il trouve qu'une de ces modifications est effectivement pas mal et peut être validée de son côté, etc., etc. Simple, efficace. Donc le processus est répété à chaque itération du code et évidemment de manière automatique, hein. Il faut pas qu'il y ait d'intervention humaine pour avoir une efficacité maximale. Donc c'est cette chaîne d'assemblage de code que nous allons que nous allons vous présenter aujourd'hui. C'est parti. Alors, un petit glossaire, c'est toujours bien qu'on se mette d'accord sur les termes, je vous le fais rapide aussi. Qu'est-ce que l'on a dans le glossaire? On va se définir quelques mots de vocabulaire de l'intégration continue, le dépôt de code. Alors le dépôt de code, c'est l'outil utilisé pour stocker et gérer le code produit et ses différentes versions. C'est un composant clé pour qu'une équipe de développeurs puisse collaborer efficacement. On a donc vous notez hein, GitLab, GitHub, on vous met quelques exemples à chaque fois. Donc aujourd'hui on va faire du GitLab. Ensuite on a la Forge. Donc la Forge c'est un système, notez un système d'exploitation avec les paquets qui vont bien, grosso modo. Mais vous allez le voir, on vous fait de l'architecture après, c'est cool. C'est un système donc, qui vous permet de produire les images pour les conteneurs. Pour les conteneurs, ça va nous permettre de recompiler le conteneur et l'application qui nous intéresse, que l'on cherche à tester, avec le code de l'application et qui nous cherche à tester. On a ensuite le registre. Donc on va devoir utiliser un registre pour distribuer les images des conteneurs assemblés. Okay. La mission première du registre, c'est le stockage et la distribution des images de conteneurs. Alors, on voit de plus en plus des registres qui viennent avec notamment des moteurs d'analyse de sécurité directement liés, intégrés au registre. On a ensuite la notion de cycle de vie applicatif. Donc, l'objectif final est de servir une application à des utilisateurs. Donc, on est obligé de considérer le cycle de vie de l'applicatif au sens large. Moyen, long terme. Court, moyen, long terme. C'est le cycle de vie. Donc, un système de mise à jour est évidemment nécessaire pour l'application dans sa globalité. On vous met les composants comme Customize, Helm. Alors vous savez que nous, on est plus avec Rancher, on est beaucoup plus Helm. On est ravi de Helm, qui va nous permettre donc de gérer application et dépendance en termes de cycle de vie, donc en termes de mise à jour, etc. On avance. Alors là, c'est l'échec. Ah, celui-là, c'est l'échec. Je vous l'avais animé, celui-là, mais notre plateforme fait que, bah non. Bah alors, vous avez tout d'un coup. Alors là, ça me gêne. Ça me gêne parce... Ah ouais, d'accord, ok. Non, là, c'est la violence la plus totale. Plateforme On24, tu m'agaces. C'est dit. Alors, c'est parti. Bon, alors, regardons un petit peu le détail des composants de la chaîne d'assemblage applicative. Nous commençons. Alors, vous êtes à gauche, au niveau du code. Paniquez pas, lisez pas tout, suivez la voie. Ça va bien se passer. On est au niveau du code. Normalement, on essaie de vous le construire au fur et à mesure pour pas vous mettre en panique totale, parce que tel quel, il est pas très joli comme ça, il paraît fouillis. En fait, il y a un sens. Il y a un sens parce que là, vous avez vraiment toute la chaîne qu'on va construire aujourd'hui. Donc, le code qui est à gauche,
en étape numéro 1, il est poussé vers un outil de gestion de code, donc notre fameux GitLab, pour faciliter donc la collaboration entre les divers participants. Premier point. La modification de code déclenche le cycle d'intégration continue. Rancher donc propose un outil pour réaliser des tests directement sur vos postes de travail. Ça, vous n'en avez peut-être pas entendu beaucoup parler. C'est Rancher Desktop qui est en version 1.0 depuis pas si longtemps. Alors, grand débat, notamment c'est Benoît qui disait ça, fait oui, mais Rancher Desktop, ce n'est pas OpenQA. Certes, ce n'est pas OpenQA. Maintenant, le développeur, il va être content tout simplement, par exemple, de pouvoir parler à l'API d'un cluster Kubernetes qui est en 1.19. Et puis un autre qui bosse sur un autre projet, il va être content. Ah non, moi je préfère la 1.22, etc. Donc, pouvoir avoir cette API en direct sur le poste, sur votre poste de travail, hein, on parle d'un laptop, desktop, ce que vous voulez. C'est ce qu'offre donc Rancher Desktop. Vous avez les binaires pour Windows, macOS et Linux normalement. Donc vous avez les plateformes qui sont en place, les plateformes majeures qui sont en place. Donc note pour plus tard. Regardez Rancher Desktop, ça coûte pas grand-chose et c'est bien souvent pratique si vous avez justement besoin de vous tester versus des API d'une version bien particulière d'un cluster Kubernetes. Alors, une fois donc déclenché, la chaîne d'assemblage va commencer par construire l'image de base du conteneur. Une machine est utilisée donc en tant que forge, elle est pilotée par un processus pour notre cadre GitLab, parce qu'on va utiliser GitLab CI, Continuous Integration. Donc cette machine forge va être pilotée par un GitLab Runner, justement pour automatiquement recompiler l'image du conteneur et de l'application. Donc là, on était à l'étape 2, c'était notre petite enclume. Ensuite, on va aller pousser cette image dans notre registre. Donc l'image construite, elle est stockée dans un registre et nous utilisons pour notre exemple un registre qui se nomme Arbor. On va même vous donner la recette de cuisine qu'on a utilisée pour installer un Arbor rapidement sur un cluster Kubernetes. En étape numéro 4, alors c'est en option, alors attention plus ou moins, quand on voit les horreurs de déviation et de surface exposée par les images que vous pouvez attraper de droite, de gauche, méfiance. Je crois qu'on en avait déjà plus ou moins parlé au moment Rancher, je me permets de réitérer ce besoin de méfiance. Il vous faut scanner vos images, c'est pour ça que le plus ou moins est discutable. Il vous faut scanner ces images pour détecter et avertir des éventuelles vulnérabilités qui sont présentes dessus. Enfin, donc étape numéro 5, l'usine d'intégration continue déploie le conteneur à partir de l'image donc possédant le code mis à jour. Et donc, à partir de là, il est possible de consommer l'application pour valider son bon fonctionnement. Donc, c'est ce que notre cher développeur sur le slide, sur 2 slides précédents, était en train de faire. Et des fois, sur un malentendu, ça passe, voire ça passe mieux qu'on s'y attendait. Donc, ça vaut le coup de faire ces validations. Ces étapes sont évidemment répétées en boucle à chaque modification du code en entrée. On avance. Alors, donc vous avez pu constater que les chaînes d'assemblage applicatives, elles font intervenir un certain nombre de composants. Donc nous, notre choix, c'est d'abord porté sur une usine où vous aurez le choix. Vous savez, on n'a pas trop la politique de chercher à imposer, de par notre qualité dans l'open source, de par le vaste choix aussi qui existe sur le marché. Cependant, ça peut être tout à fait débattu. Donc nous, vous aurez le choix du système d'intégration continue, de la forge, du registre, de la mécanique de sécurité. Donc nous, c'est le modèle alors accrochez-vous, de l'usine livrée sans machine-outil. Grosso modo, on vous livre l'usine avec le réseau d'eau, le chauffage, l'électricité, le triphasé, tout ça, etc. Et le gardiennage, mais il n'y a pas de machine-outil à l'intérieur. C'est à vous de les choisir. Pour ce modèle-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous présente ce slide. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, Rancher possède de très nombreux partenaires reconnus et testés régulièrement au sein de son offre. Alors, dans le cas où vous souhaiteriez une usine toute équipée, et on peut aussi vous comprendre là-dessus,
Alors donc on est d'accord, vous n'aurez pas le choix des machines-outils utilisées. On vous invite à suivre notre projet Epinio. Epinio sera donc un PaaS, Platform as a Service. Là, pas de choix des machines-outils. Par contre, vous avez une usine qui vient rutilante avec les composants que nous aurons choisis pour vous afin de faire rentrer le code d'un côté et d'avoir de la production ou du test et validation de l'autre. Donc epinio.io, si on peut mettre un petit message à tous les participants avec les 2 liens, messieurs, je serai redevable. Terminons par ce que l'on préfère. Pourquoi est-ce qu'on préfère ça? Parce que quand on vous met des schémas d'architecture, enfin en tout cas nous les premiers, c'est par les schémas d'architecture qu'on dompte les technologies. C'est ce qui nous permet de nous transporter, de nous projeter le plus quant aux technologies. Alors, voici une architecture pour l'intégration continue. Voici l'architecture que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, vous avez les services communs. Donc, afin d'assurer le bon fonctionnement d'une architecture, vous avez plein de services centraux, services communs qui doivent être en place au préalable. Pourquoi est-ce qu'on vous met ça maintenant? Oui, on pourrait ne rien dire tout va se passer magiquement, etc. Ben, on vous met ça là tout simplement parce qu'on pense que c'est totalement nécessaire. Ça ne doit pas vous faire peur. C'est juste quelque chose au niveau de l'infrastructure qui doit être préexistant pour que les choses se passent bien. Et d'ailleurs, les choses se passent extrêmement bien parce que Rancher, les équipes d'ingénierie Rancher, vous le savez, on a tendance à les admirer. Ils font un boulot assez remarquable. Donc, les outils pour leur majorité, pour leur grosse masse, sont absolument infaillibles. Il y a toujours des petits traits, hein, mais ils sont d'une excellente qualité. Et donc, si ça doit bien se passer, c'est que les services centraux sont en place. Je vous parle du NTP. Juste que vos machines soient toutes à l'heure, soient toutes alignées sur une heure bien donnée. Que votre DNS... Je t'arrête quelques secondes. Oui, je t'en prie. Je t'arrête quelques secondes. Apparemment, on a un problème. Il n'y a plus les diapos qui s'affichent. Ah ben là, nos slides ont été tués. Alors normalement, attendez, je vais essayer de passer. Animation, je vous révèle 3 sur 4. Ah oui, animation, là, il est dans les animations. Alors attends, je on reviens. va retourner à... Je le remets. Le public. Alors public, dites-nous si on est revenu en place. Oui, j'ai voulu pousser le nom de epinio.io au public et apparemment il n'y a plus que ça qui s'affiche. On nous aura bien tué aujourd'hui. C'est bon. C'est bon. Slide actuel. Merci Arthur. Merci Franck aussi qui nous prévient. Super Nico, merci. Merci à tous là pour le pouce en l'air comme quoi on peut continuer. Désolé. J'étais sur et merci Brice, il fallait. Donc j'étais sur les services communs. Si les services communs sont bien en place, ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. Donc service commun, on veillera, NTP, DNS, est-ce que vous avez vos proxys, etc. Attention, coup de ninja avec les proxys bien souvent, c'est comme ça. Ensuite, on va sur la droite. On va sur la droite en haut. Donc là, on va tout simplement utiliser des machines virtuelles pour notre cas d'utilisation aujourd'hui. On va utiliser des machines virtuelles utilisées donc pour le système de pilotage Rancher, donc notre fameuse tour de contrôle pour nos clusters Kube, etc. Le dépôt de code, on va utiliser donc une machine virtuelle avec GitLab plus le GitLab CI qui sera paramétré dessus. Et enfin, une machine virtuelle pour de la forge. Donc comme vous le voyez ici, on a pris de l'assless, tout ce qu'il y a de plus standard. Le GitLab Runner, évidemment, pour que le GitLab CI puisse piloter la forge. Donc GitLab Runner présent sur la forge pour être piloté par la machine code repository. En dessous, nous avons un downstream cluster. Donc ça doit vous parler pour ceux qui connaissent Rancher. C'est un cluster Kubernetes qui est piloté donc par le Rancher Management Server. Et alors, là où on a voulu vous faire un tout petit peu d'originalité, c'est au niveau des conteneurs qui sont présents dessus. Le registre, nous allons vous donner une recette pour le déployer en tant que conteneur. Donc on va mettre Arbor
en conteneur, et la suite New Vector. Ouais, je triche un petit peu, on va utiliser Trivi pour aujourd'hui. On n'a pas encore mis suffisamment le pied à l'étrier pour être confortable sur New Vector et son analyse en direct et des images, etc. Donc pour autant, ces deux modules seront installés en tant que composants conteneurs sur donc notre cluster de conteneurs sous-jacent, qui va évidemment aussi nous permettre d'avoir un espace de compute pour y mettre l'application que l'on cherche à évaluer au fil de l'eau. Brice, sur ce, je te donne la main. Donc vous ne perdez pas de vue que maintenant c'est l'étape où on va vous présenter finalement tout ce qui va venir dans la démo. On va vous donner le contenu de ce que l'on a fait pour mettre tout ça en place. Brice, je te donne la main. Exactement, merci beaucoup. En 2-3 petites questions qu'on a eues dans le chat tout de suite, ou on attend la fin? Je pense qu'on peut attendre, il y a assez beaucoup qui vont peut-être être répondus en même temps. Ça marche. Pour être bien de voir ça. Pourquoi quelques slides encore alors qu'on vous a promis une démo? La démo en elle-même, vous l'avez compris, le but de la CI/CD, Continuous Integration, l'intégration continue, c'est l'automatisation. Donc si on vous montre, regardez, ça marche automatiquement, merci, au revoir, ce sera pas très drôle. Donc il y a déjà une vision de voir quels sont les fichiers clés, puisque on va faire du code pour automatiser tout ça, les fameux pipelines et ces fameuses auto-notifications. L'autre point qu'on a voulu mettre aussi dans ces slides qui vont suivre, c'est qu'est-ce qu'il y a comme prérequis. On l'a vu sur les premiers slides qu'a mis Julien en avant, où est ce registre, comment il se déploie, est-ce que c'est une nouvelle chose à gérer, toute une nouvelle série de contraintes, authentification, sécurité, quels sont les logins et mots de passe qu'il faut créer. Donc c'est pour ça, on a encore quelques slides qu'on va passer assez rapidement, mais qui vont vous permettre de comprendre les tenants et aboutissants de la démo et qu'est-ce qui a été fait surtout en amont. Donc vous retrouvez tout en haut du slide où on en est dans le pipeline de code. Alors ce petit bandeau vert, vous ne l'avez pas vu, évidemment c'était sur le slide qui était un peu cassé, mais vous retrouvez le fameux 1, 2, 3, 4, 5 et évidemment le dernier point qui est la boucle, puisque on va pas faire une seule feature, mais on va bien en mettre plusieurs. Donc le premier, comme on le disait, c'était envoyer du code. Deuxièmement, comment je compacte ce code avec une image pour faire tourner et créer un conteneur. Comment je la pousse dans un registre, là où elle va pouvoir être stockée pour être réutilisée. Et puis surtout, comment je la déploie pour vraiment la tester en réalité. Donc aujourd'hui, on vous le disait, du GitLab, c'est la partie outillage, et puis on a créé une petite application, qu'on a choisie qui repose sur un petit serveur web, puisqu'on fait beaucoup de web. On va utiliser le langage Ruby, avec un framework qui s'appelle Sinatra, qui facilement aide à avoir quelque chose d'assez simple et visuel. Application Ruby, donc, ça veut dire que c'est important de prendre une image de base qui va utiliser Ruby et toutes ses dépendances. Le serveur GitLab, donc on l'a dit, c'est bien le dépôt de code. Aujourd'hui, grâce à GitLab et le module GitLab CI, il va pouvoir aussi faire outil d'intégration continue et de forge. Donc ce serveur GitLab, c'est à lui qu'on va définir ce pipeline et toute cette automatisation pour qu'il nous fasse cette automatisation. Alors comment on le décrit? Première chose qu'on veut faire, c'est ce fameux conteneur. Nous souhaitons packager notre application sous forme d'une image de conteneur qui va pouvoir être instanciée. La première étape pour conteneuriser notre application, c'est déjà d'utiliser une image de base. Alors cette image et toute cette création, elle va se faire dans un fichier qu'on appelle le Dockerfile. Le Dockerfile renseigne plein d'informations, notamment la première qui est importante, c'est cette fameuse image de base, on le voit, elle s'appelle from, qui va utiliser une image existante. Ici, si vous avez l'œil aguerri, vous voyez qu'on va sur le Docker Hub. Et toute personne qui fait un peu de sécurité va vous le dire, c'est terrible d'aller sur le Docker Hub. Oui, on le sait, on a même d'autres solutions. On pourrait parler de Epinio, de SlabyCI, des Buildpack. Ici, on a voulu prendre le cas le plus typique, Docker Hub, pour, vous le voyez, donc on va faire de la sécurité après, pour que ça arrive en rouge, clignotant, que ça nous dise, il y a des erreurs. Donc en tout cas, ce qui est important, c'est utiliser une image de base dans laquelle il y a déjà Ruby d'installer. On va créer un répertoire qui va contenir notre application, c'est
le dossier, la ligne qu'on a en dessous. On va copier le gemfile. Alors le gemfile, c'est quelque chose de dédié à Ruby qui va définir les dépendances de notre application et on va l'exécuter pour qu'il puisse télécharger toutes les dépendances de notre application. Ici, je vous parlais de Sinatra pour faire du web. On va utiliser aussi Redis pour faire un peu de base de données, pour faire du stateful. Notre application, le code source qui est hébergé dans GitLab, va être copié dans ce conteneur, puisque quand même c'est la source même de notre application. Et il nous reste aussi à définir les paramètres d'exécution de l'application pour que lorsque l'on va instancier le conteneur, cette image en conteneur, eh bien, ce sera la ligne de commande qui va être exécutée et notre application va être lancée. Donc il nous reste maintenant à prendre ce fichier et à créer réellement notre image. Le module GitLab CI, comme je vous le disais, c'est lui qui va faire ce pipeline. Et ce pipeline, eh bien, il est tout simplement stocké dans un fichier qui s'appelle gitlab-ci.yaml. Ce pipeline, on va voir qu'il y a différentes étapes. Dans le cas d'aujourd'hui, on n'en a pris que 3. Elles sont définies au tout début. On a la phase cleanup qui va faire le ménage des tests de déploiement qu'on a fait avant, puisque, encore une fois, on va faire une boucle petit à petit dessus. On a la phase de build qui va utiliser Podman pour compiler, créer notre image de conteneur. Et enfin, cette phase deploy qui va l'envoyer vers notre cluster Kubernetes. Vous voyez aussi qu'on a mis en commentaire la phase test. Dans un vrai cas, évidemment, on aurait plusieurs tests unitaires qui vérifient, avant même de lancer le pipeline, est-ce que le code en lui-même est bon. Ici, comme je vous le disais, on a une toute petite application, donc on l'a mis de côté pour simplifier un peu la démonstration. Deuxième chose, dans notre module d'intégration GitLab CI, on va vouloir déclarer des variables, parce que ce fichier GitLab CI-.yaml peut utiliser des variables. Certaines variables vont être déclarées en tant que secrets, parce que on ne veut pas les divulguer en clair, et encore moins les stocker dans notre code. Donc ici, par exemple, l'adresse du registre Arbor, où on va stocker notre image finale, l'utilisateur et le mot de passe pour s'y connecter à ce fameux Arbor, puisque c'est pas un moulin, tout le monde ne peut pas rentrer, on va aussi les stocker dans cette interface où on va pouvoir stocker des variables de façon sécurisée. Alors là, reprenons notre exemple total. Là, on repart un peu sur la partie prérequis. Ici, on a choisi de mettre Arbor. Il y a plusieurs registres qui existent, que ce soit le fameux Docker Hub, que ce soit Nexus, que ce soit Artifactory. Nous, on s'est focusé quand même sur Arbor. L'intérêt de Arbor, c'est qu'on va pouvoir faire une installation de ce registre simplifiée grâce au Helm chart. Les charts Helm, ce sont en gros une recette de cuisine qui permet de déployer l'application, ses dépendances, le stockage, le réseau dont il a besoin, de manière automatique. Pas besoin de devenir un pro de Arbor pour pouvoir le déployer. Et ça, c'est quelque chose d'important, de pouvoir quand même s'appuyer sur des middleware simples à installer. Et une fois que ce registre Arbor est en place, on va aller déclarer une structure qui va accueillir les images pour notre projet, et on va surtout créer un utilisateur, le fameux utilisateur qu'on a mis dans les variables dans le slide d'avant, pour lui donner le droit uniquement de publier des images, et tout le monde va pouvoir le droit de lire ces images. Petit slide suivant. Alors, on en a beaucoup parlé, et c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est la partie sécurité. Donc on a notre Arbor qui est prêt, il est prêt à recevoir des images, et en plus de stocker ces images et de dire qui a le droit de mettre à jour ces images ou de les récupérer, Arbor va permettre de scanner l'image afin d'y détecter des vulnérabilités connues, les fameuses CVE. Alors à l'instar des tests qu'on va faire à chaque commit de code, les vérifications de sécurité doivent elles aussi être déclenchées automatiquement à chaque mise à disposition d'une nouvelle image. Arbor de base se base sur 2 moteurs open source, Trivy ou Clair, qu'on peut choisir. Trivy, c'est celui qu'on a pris, qui est celui de base. Je crois que Julien vous en parlait un peu plus tôt. SUSE a racheté la solution Novector il y a peu de temps, et surtout, en début d'année, l'a publié au format open source sur GitHub. Je crois que c'est en licence Apache.
Un des intérêts de NeVector, c'est qu'en plus de ce scan d'image, tel que c'est le faire Trivi ou Claire, il est capable d'analyser le comportement du conteneur lors de son exécution. Il y a un moteur d'étude de comportement qui est embarqué et qui va permettre de faire face à des vulnérabilités même inconnues, ce qu'on appelle les fameuses 0-day. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Donc, on a notre code qui est stocké, on a défini comment créer notre image, on a prévu Arbor pour la stocker et la mettre à disposition de Kubernetes, on a fait même le scan de sécurité. Voyons maintenant comment on fait ce fameux déploiement. Donc pour prévoir ce déploiement, la première chose qu'il faut, c'est créer un utilisateur sur notre cluster Kubernetes. Donc pour ça, on va aller créer un utilisateur qui a le droit de créer autant de ressources qu'il souhaite dans un espace contigu, ce qu'on appelle un namespace. Pour ça, on va utiliser la très sympathique interface Rancher, que j'espère vous connaissez bien. Si vous ne la connaissez pas, rejoignez-nous en mars sur notre prochain rodéo. Et puis on va le mettre, ici on le voit sur le slide, en tant que owner. Retour sur la partie GitLab CI. Dans GitLab CI, encore une fois, à l'instar des variables, on va pouvoir utiliser l'intégration avec Kubernetes pour automatiser cette gestion. On peut aller déclarer dans GitLab CI l'API de notre cluster, donc c'est le point d'entrée, et puis surtout le fameux Sésame, l'utilisateur qu'on vient de créer avec son token pour qu'il puisse se connecter. Je vous le disais pour les variables, c'est une bonne pratique de ne jamais intégrer dans le code des éléments sensibles ou spécifiques à un environnement. Donc là, on va laisser GitLab pour nous déclarer un namespace sur notre cluster Kubernetes qui va être dédié au test. Ainsi, on aura les choses bien rangées. Revenons sur notre petit fichier gitlabci.yaml qui définit, je vous le rappelle, l'ordre de notre pipeline et qu'est-ce qu'il fait. On a vu la construction d'image, on a vu le stockage de l'image, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à déployer notre application. Cette partie qu'on appelle étape deploy va nécessiter elle-même une image dans laquelle on va avoir les binaires Helm et Kubernetes pour pouvoir aller interagir, récupérer les variables qu'on a stockées dans GitLab et va aller déployer notre nouvelle image qu'on a créée avec au format Helm. Et donc, là, tout ce qu'on aurait pu taper ou ce qu'un développeur aurait pu taper à la main, c'est le but de l'automatisation, on va le créer, on va le mettre dans ce fichier, on va le mettre en variabilisé pour que ce soit à chaque fois qu'il pousse du code, que ça se relance et que ça puisse être testé. Donc les charts Helm, c'est assez simple à créer. On tape juste la commande Helm init et ça nous crée toute la structure. Donc là-dessus, pas de folie. Donc, encore une fois, je reprends le pipeline en entier. On a committé du code, on a buildé notre image, on l'a stocké dans un registre, on l'envoie maintenant vers Kubernetes. Maintenant, on est prêt. On peut aller voir le résultat et vérifier le bon fonctionnement de notre chaîne. Et ce bon fonctionnement de chaîne, il peut se voir directement à deux endroits. Une première fois dans l'interface GitLab, la fameuse partie pipeline, où on voit les tests précédents, le test en cours, les réussites et les échecs, parce que c'est important de voir aussi les échecs et pourquoi ça a échoué. Et puis on va pouvoir aussi aller voir sur le site web, est-ce que notre modification a fonctionné. Donc voilà tous les points qu'on va voir, tous les prérequis aussi que l'on a. Benoît, peux-tu partager ton écran et nous montrer en live une démo qui, on l'espère, va faire des étincelles, soit parce qu'elle marche, soit parce que... Je crois que l'espoir n'est même pas nécessaire, Brice. L'automatisation est roi. Oh, c'est beau. Et Rennes, j'ai rien dit. Coupez au montage. Vous allez me dire si vous voyez mon écran qui s'affiche. Oh, je vais afficher l'application comme ça. Moi, nickel. Parfait. Par contre, faut peut-être bien préciser qu'il faut peut-être toucher au bouton pour avoir le truc en grand. J'espère que côté participant, là, bidouillez bien pour avoir le truc qui soit en grand. Ouais, vous avez le Media Player sûrement en haut à droite, et donc il y a sûrement une petite flèche pour le ramener à gauche et l'avoir en grand. C'est bon,
On voit Ça bien, marche. ça marche. Il y a même un Super. super. Voilà. Alors, petit spoiler alerte, voici notre application de zéro à héroïne. Nous sommes inclusifs avec voilà, plusieurs pods Kubernetes qui l'hébergent derrière. Donc voilà, par exemple, si je fais F5, je vois que ça se balade d'un pod à l'autre. Là, le nom change de temps en temps. Et puis j'ai un petit bouton pour les cracher, pour casser mes. Voilà, j'ai déployé mon application. Le fond est de cette couleur. Et donc, on va aller voir un petit peu comment ça se passe quand on l'a construite et puis comment ça se passe aussi pour faire une modification dans mon code et que ce soit construit et déployé automatiquement pour que je puisse vérifier que mes modifications ne cassent rien et qu'elles font bien ce qu'on m'a demandé. Ah, voilà notre interface GitLab. Pour ceux qui connaissent GitLab, rien de très nouveau. Pour ceux qui sont habitués à GitHub ou d'autres repos de code, c'est quand même du standard. Donc on a un système de branches, on a voilà, un repository avec mes fichiers, mes dossiers, et on va pouvoir aller voir un petit peu ce que nous a expliqué Brice avant de continuer. Donc moi, je suis en développement, je me suis créé une petite branche dev qui va bien et qui contient ce qu'on a vu précédemment, donc notre fameux .gitlab CI. Si on l'ouvre, on voit bien qu'ici, j'ai 3 étapes. Donc une étape de cleanup, une étape de build, une étape de deploy. Bien sûr, dans la vraie vie, vous allez avoir probablement une étape de test qui se passera avant et sûrement après également. Euh, donc voilà, moi je la mettrai probablement après, puisque quand on va avoir déployé mon application, là, pour que ce soit plus visuel, on va aller le voir directement, et puis notre application, elle est très simple, là, on peut très vite voir si elle fonctionne, mais en vrai, chaque développeur aurait écrit un set de tests qui correspond aux features dont il est responsable, et puis on va avoir des tests un peu plus généralistes. On va automatiser l'ensemble du test de mon application pour qu'à chaque fois que je commit quelque chose, on s'assure bien que je ne casse pas ce qui me concerne, mais aussi que je ne casse pas ce qui concerne les autres développeurs. Donc c'est vraiment le but. À chaque fois qu'on pousse du code, on va vérifier l'ensemble de l'application pour être sûr qu'on ne se retrouve pas dans un mode aléatoire où chacun casse des trucs d'un côté et de l'autre sans que les autres ne le sachent. Donc pour revenir à mon pipeline, on voit qu'on a nos fameuses étapes de cleanup, de build et de déploiement. Si je reviens à la racine, l'application que je vais builder, elle est là, Standalone App. C'est une application en Ruby assez classique qui affiche ce que vous avez vu ici. Le Dockerfile dont on a parlé brièvement, qui est très simple, qui va définir la manière dont on va construire l'image qui va héberger mon application. Donc, ce Dockerfile, il dit, comme on l'a vu, qu'on part d'une image Ruby qui est sur docker.io. Donc ça, un point d'attention, vérifiez toujours d'où vous prenez vos images, parce que là, on prend une image de docker.io, on le verra après, cette image, elle est peut-être trouée. Donc nous, on vous conseille toujours de partir d'images que vous maîtrisez, dont vous allez vérifier la sécurité. Si vous ne savez pas de quoi partir, on a quelque chose qui s'appelle CBCI, qui est donc les Base Container Images, qui sont à base d'un OS SUSE et qu'on maintient à jour avec le moins de failles de sécurité possible. Ça peut toujours être bien. Et donc on a des déclinaisons avec différents langages qui sont déjà préinstallés dedans. Assez simplement, la Brice l'a expliqué, donc on va créer un répertoire avec notre application, on va mettre cette application dans l'image de conteneur Ruby et on va définir la commande d'exécution. Donc en fait, là, notre application, elle tourne sur le port 80 par exemple. Voilà pour notre partie pipeline qu'on a définie dans notre GitLab CI et notre partie construction d'image. Si je vais directement, j'en viens directement au fait, ce que je veux faire là, c'est changer le fond de mon application. Donc je sais que mon application, elle est là. Je vais aller changer dans ma views ici, dans mon layout là, j'ai le background color. Si je vais faire ça directement depuis mon éditeur, encore une fois, c'est visuel. Un développeur, bien sûr, ferait ça probablement depuis son éditeur sur son poste et pousserait à distance. Il n'irait pas dans l'interface GitLab. Alors, on va par exemple prendre Pine Green, ça m'a l'air pas mal comme couleur. Allons-y, je remplace couleur, je vais mettre
Excellent choix. un commit message, bien sûr, qui ne sera pas n'importe quoi, puisque c'est important pour tracer l'historique dans mon code. On va mettre change color to pine green. On voit bien que je suis dans la branche dev, qui est la branche qui est scrutée par mon pipeline. Je commit mon changement. Donc voilà, c'est pushé dans la branche dev. Si je vais maintenant dans la partie CI/CD pipeline, je vois que le pipeline que j'ai défini sous format texte, ici, et ben, en fait, si je clique sur running, je vois qu'il a plusieurs étapes, donc plusieurs jobs. Il a un job cleanup, et un job build et un job deploy. Donc c'est exactement ce qu'on a défini dans notre fichier et il va faire ce qu'on lui a demandé. Donc là, on voit que le cleanup a déjà fini. Donc en fait, le cleanup, lui, il s'assurait qu'il n'y ait pas de déploiement de l'application préétablie. Donc là, si je retourne sur mon application, voilà, elle a disparu. Il a fait le nettoyage de mon application. Donc là, on voit que le job de build, je vais retourner dans le pipeline, c'est sûrement plus visuel. Si je vais ici, le job de build est en train de tourner. Donc là, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me build l'image telle que définie dans l'étape build. Donc dans l'étape build, si, comme on a un petit peu de temps, on va aller jeter un coup d'œil. Alors bien sûr, il faut être sur la bonne branche. Voilà, donc dans l'étape build, je me base sur Podman, puisque c'est ce qui va me permettre de build mon image. Donc globalement, je vais définir les paramètres de mon registre, puisque après mon image, une fois qu'elle est construite, je vais la pousser dans ma registrie dans Arbor. Je vais me loguer avec donc des variables qu'on a définies, bien sûr, puisqu'on ne veut pas les mettre en dur dans notre code, on ne veut pas exposer à quel utilisateur, quel mot de passe on utilise pour aller sur notre registrie, ça paraît logique. Et donc après, on va aller dans le répertoire de l'application et on va lancer le build en se basant sur notre Dockerfile. Une fois que c'est build, on va pousser ça dans la registrie. Donc on voit que les étapes sont assez simples, ils sont définis sous forme de texte dans le pipeline. Et en fait, GitLab tout simplement va exécuter ce qu'on lui a dit d'exécuter les uns à la suite des autres. Et voilà, s'il n'y a pas d'erreur, il va passer à l'étape d'après, au job d'après. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il a fait tout ça. Il est allé chercher, comme notre Dockerfile le dit, l'image Ruby. Il a copié les sources de l'application. Et là, il est en train de pousser dans Arbor l'image qu'il vient de construire. Donc, je le rappelle, l'image Ruby qui contient mon application. Donc, si je vais dans Arbor, voilà l'interface d'Arbor, je vais dans le projet Hero Demo, où je lui ai dit de pousser mes images. Donc là, pour le moment, on voit, voilà, 2h53, donc c'est là. Il vient de pousser une nouvelle image et en plus Trivy elle est en train de la scanner. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que l'image qui vient de docker.io, l'image Ruby, elle a plein de vulnérabilités. C'est pour ça que c'est important de vérifier que vos images de conteneurs ne sont pas trouées, puisque malheureusement, on a l'habitude de patcher nos serveurs, mais si on utilise des images de conteneurs qui ont des vulnérabilités pour mettre nos applications, on retombe un peu sur les mêmes soucis qu'on a au niveau infra. Si on revient dans mon pipeline, une fois que l'image a été pushée, là on voit que le pipeline est passé, on a fait le déploiement. L'étape de déploiement étant passée également, l'étape de déploiement, on le rappelle avec Helm, qui est une sorte de package manager de Kubernetes, et qui va définir des choses en plus de l'image. Donc il va dire utilise l'image de mon application qu'on vient de builder, mais aussi crée-moi des services Kubernetes autour. Et là on me dit que mon application, voilà, elle est déployée ici. Alors, mon choix de couleur n'était peut-être pas optimal, puisque chez moi, j'ai un peu du mal à voir le texte derrière, mais globalement, mon développeur, il va pouvoir se rendre compte de ce qu'il a fait. Là, globalement, il a fait quelque chose... Il va pouvoir le mettre à la poubelle. qui n'était pas terrible, mais en tout cas, il peut voir que son code, en tout cas, est arrivé et a été déployé, et il va pouvoir le tester. Donc, si je vais maintenant dans l'interface Rancher, puisque en fait j'ai déployé mon application sur Kubernetes, là dans l'interface Rancher j'ai plusieurs clusters Kubernetes, dont certains qui ne sont pas allumés d'ailleurs. Je vais aller sur mon cluster on-prem dans lequel j'ai déployé mon application.
mon application, je l'ai déployée dans un namespace qui s'appelle Zero to Hero, qui qui peut être créé par GitLab. Pour GitLab, on peut lui dire, voilà, déploie mon application dans tel ou tel namespace, qui permet d'avoir plusieurs versions de l'application déployées dans plusieurs namespaces différents, par exemple, avec plusieurs noms. Voilà, donc là, on peut être assez modulaire là-dessus. Et donc, en fait, si je vais voir dans les workloads, je vois que j'ai un déploiement, que ce déploiement, il contient voilà, le chart avec l'application que j'ai dedans, et il contient 2 pods. Donc, en fait, mon application, je lui avais dit de se déployer avec 2 réplicas, et donc on voit que le nom des pods ici, 62M87 et RZ2VS, voilà, ce sont les pods qui font tourner mon application. Bien sûr, on a fait une application, ne faites jamais ça chez vous, avec un bouton pour la cracher. Normalement, les utilisateurs ils doivent chercher un petit peu avant de cracher vos applications. Nous, on facilite la vie. Donc là, on crache l'application. Et par exemple, on voit que là, voilà, un des conteneurs qui porte mon application, il est craché. Par contre, mon application, elle est... Je n'ai pas cliqué sur le bon truc, mais voilà, mon application, elle est toujours sur l'autre pod. Petit à petit, dès que l'autre pod va devenir, voilà, parce qu'en fait j'avais craché les deux, mais dès que l'autre pod va redevenir up, on va pouvoir de nouveau avoir mes 2 pods qui vont porter mon application. Bien sûr, dans notre theme chart, on s'est basé sur une image. L'image, elle a été prise depuis la registry, et donc on voit que là, on utilise l'image qui vient d'être poussée côté Arbor avec le tag qui contient le commit que je viens de faire. Là-dessus, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la démo pour laisser quelques minutes pour les questions. N'hésitez pas. C'est parti. Nous sommes à votre écoute, que ce soit dans le chat ou dans le chat. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Je pense qu'au fur et à mesure, on a répondu à peu près à toutes les questions. Ouais, il y avait une question effectivement sur New Vector vs Arbor et Trivy. Donc là, vous le voyez, on a utilisé Trivy pour faire le scan des vulnérabilités. New Vector, ce que ça a apporté en plus de ça, c'est 2 choses, même beaucoup plus que 2 choses, mais on va simplifier. Donc New Vector, il va être capable de faire le scan des vulnérabilités de nos images qui sont dans n'importe quelle registry. D'autres personnes parlaient d'Artifactory ou de Docker Registry. Voilà. Donc, on va pouvoir scanner un très grand nombre d'images. On n'est pas simplement limité à Arbor. Et on va aussi pouvoir scanner les images directement dans le pipeline. Donc en fait, là, dans notre pipeline, on pourrait faire appel à l'API New Vector pour dire, voilà, je viens de construire une image. Est-ce que tu peux me la scanner? Et donc en fait, avant même de l'envoyer dans Arbor, je pourrais déjà avoir scanné mon image et faire fail le pipeline à une étape de construction d'image sans la pousser dans la registry, pour éviter de pousser des images dans ma registry qui auraient des trous de sécurité. Et il va aussi agir en aval de tout ça, c'est que New Vector, il est capable d'aller scanner après sur mon cluster Kubernetes, tout ce qui tourne, et dire, regarde, moi, je vois que tous ces déploiements-là et tous ces pods-là, ils sont basés sur des images qui ont des trous. Et encore mieux que ça, il va être capable de dire, moi, j'apprends le fonctionnement de tes applications, les échanges qu'ont tes pods entre eux, les services qui doivent être lancés, vers qui et vers quoi ils communiquent. Et à un moment, j'ai appris tout ça et je vais te notifier quand il se passe des choses qui ne sont pas prévues et qui ne sont pas habituelles. Donc en fait, on va même pouvoir, comme le disait Brice, se prémunir contre des zero day et pas seulement simplement comme ce que fait Trivy, on scanne à partir de vulnérabilités déjà connues, mais là on va pouvoir détecter et bloquer tout comportement qui serait suspect. Et donc voilà, s'il y a une image qui est full compliant et qui n'a pas de vulnérabilité connue, mais qui est attaquée par l'intérieur ou qui a un zero day, on peut la bloquer avec New Vector. Globalement, c'est vraiment
C'est vraiment quelque chose de très complet. Et donc, NuVector, oui, a sa propre interface, a des choses comme ça beaucoup plus poussées. Et donc, la partie runtime sécurité, c'est quelque chose qui est dans NuVector qui n'est pas forcément aussi complet dans les autres produits, même dans Aquasec ou autre. Voilà, donc on vous open source quand même quelque chose qui a même des avantages par rapport à des produits commerciaux qui pourraient être payants et très chers. Benoît, je crois qu'on est pas mal, là, je vois, sur les questions. Alors, il y a plusieurs questions sur Epinio. C'est cool que vous ayez de l'intérêt pour Epinio, parce qu'on sait que le fait de construire sa chaîne d'assemblage n'est pas forcément un désir pour tout le monde. Nous n'avons pas d'Epinio dans la démo. Désolé, Nicolas. Alors, il y avait des questions sur Epinio, à savoir où se situe Epinio, dites-nous, montrez-nous Epinio. Promis, on vous fait exactement le même modèle de webinaire. Dès qu'on a Epinio plus entre les mains, on a des versions, et vous pouvez d'ailleurs vous amuser avec. Vous avez le guide Epinio qui est à disposition, plus la page du projet, vous saurez tout. Alors, en gros, c'est de la CD pool GitHub, genre Argo CD, ou rien à voir. Alors, Epinio, c'est vraiment l'usine complète. C'est l'usine qui a tout. Donc, tu auras le Argo CD, le registry, tu auras tous les éléments qu'on vient de mentionner aujourd'hui. L'idée, ça se rapproche un peu de Cloud Foundry pour ceux qui connaissent, ou ce genre de choses, simplifiées et avec peut-être un peu plus proche de Kubernetes, mais voilà. Après, pour la partie GitOps et Continuous Delivery, ce sera plus ce qu'on retrouve directement dans Rancher avec ce qu'on appelle Fleet, et donc la possibilité de pousser des applications sur un 10, 20, 100 clusters différents, et que ces clusters, quand ils sont offline et qui reviennent, ils vont parler à Rancher et ils savent qu'ils doivent déployer telle ou telle version de l'application. Donc, c'est vraiment du continuous delivery à la mode DevOps. Et donc, ça, c'est directement inclus dans Rancher avec Fleet. Benoît, on a dépassé de presque 3 minutes l'heure fatidique. Je pensais qu'on serait plus court que ça. On a quelques questions qui sont en place, notamment une question concernant les build packs, Benoît. Parce que les build packs, là, c'est plutôt du côté Epinio. Ouais, c'est ça. Brice, toi qui as bien joué avec Epinio. Alors non, là, Brice, il est sur notre prochain POC sur lequel on va se connecter maintenant. Donc ça marche. Tout va bien. Oui, donc effectivement, dans Epinio, il y a des build packs. Il y a des build packs. Après, Epinio, c'est vraiment un produit en plus qui va venir au-dessus de ça. Donc là, aujourd'hui, on vous montrait quelque chose d'assez simple avec GitLab qui pousse sur Kubernetes. C'est globalement ça. Après, avec Epinio, oui, il y a des build packs avec des langages différents et en fait, toute la chaîne de CI et de CD est déjà incluse dedans. Donc le développeur, il va juste push du code et tout va se faire dans Epinio. À tous, ne doutez pas. Alors la dernière fois, je sais qu'on a peut-être été un tout petit peu lent. Je vous l'avais promis quasiment pour juste après la présentation. On a mis un tout petit peu de temps à vous transférer les slides, là, notamment côté Harvester. Nos plates excuses. Tous les slides, tout son contenu, le replay même, si vous voulez, vous sera transféré a posteriori. Vous êtes inscrit, on ne perd pas votre trace. Au plus tard, comme vous l'avez vu, ce sera dans une semaine. Normalement, on devrait pouvoir vous sortir ça assez rapidement. Tout sera partagé sans faute. Messieurs, il est 15h et dames, il est 15h. Messieurs, dames, mesdames, messieurs, il est 15h, passé de 4 minutes. On va essayer de se tenir quand même à notre plan. On pensait faire un peu plus court, comme d'habitude. Voilà, on éclate un tout petit peu le temps. Merci encore pour votre participation. On est dans les taux de participation qui sont particulièrement élevés pour celui-là, un peu comme la dernière fois avec Harvester. Merci. J'espère que ça a été enrichissant, que ça a pu même peut-être vous démystifier, parce que qu'est-ce qu'on en entend parler et qu'est-ce que ça peut paraître compliqué. En fait, mettez les mains dedans, vous allez voir, c'est tout à fait accessible. Le cas échéant, on n'est pas loin.
on n'est pas très loin, donc n'hésitez pas à appuyer sur la sonnette. On est là pour essayer de vous aider le mieux possible dans les meilleures conditions. Merci à tous beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à nous encourager, on va vous en produire comme ça le plus possible, en espérant évidemment à chaque fois vous faire gagner du temps dans votre analyse du marché, dans votre appréhension des outils, pour que vous fassiez le meilleur choix et que vous soyez parfaitement en confiance sur les futurs projets et émissions que vous auriez. Encore merci, et on espère vous voir demain matin. Une petite demi-heure. Alors là, on sera contraint. Là, c'est obligatoire. En plus, on a un truc juste derrière. Contraint, obligé sur Harvester. Une demi-heure pour vous brosser la technologie et vous montrer quelques mulots qui bougent à l'écran. Merci à tous. C'est super Merci. cool. À demain matin. Ouais, bon après-midi, au revoir. Bon après-midi.